Alors le Rambam, étude du jour, c'est Père Misbot. 10 Sivan 5785, commandement négatif numéro 181. C'est l'interdiction qui nous a été faite de manger une terefa, bête déchirée. Elle est tirée de la chair d'un animal déchiré dans les champs, où ne mangerez point. Voici l'explication de ce verset selon le Meklita. La Torah parle du cas le plus courant, le champ, soit l'endroit où l'on trouve la plupart des bêtes déchirées. Cependant, selon la tradition, l'interprétation de ce texte est la suivante. Toute chair qui est dans le champ est terefa. C'est pourquoi on n'en mangera point. La signification d'une telle lecture est que toute chair qui est sortie de ses limites légales devient terefa, comme c'est le cas pour la chair des sacrifices expiatoires ou délictifs, qui a été transportée hors de l'enceinte du temple, ou celle des sacrifices de sainteté inférieure en dehors des murailles de Jérusalem, ou de la chair du sacrifice pascal, si elle a été déplacée loin de la compagnie des convives, ou si un embryon a sorti un membre, ainsi que cela est expliqué au chapitre 4 du Oulin. Dans tous les cas, la chair est considérée comme terefa et celui qui n'en mangerait pas, ne mangerait que le volume d'une olive est passible de bastonnade en vertu de la Torah. Il en va de même de la chair prise d'un animal vivant, appelé aussi terefa, et dont la consommation est également punissable de bastonnade. Dans la Gemara du Cholin, nos maîtres ont déclaré de la chair d'un animal déchiré dans les champs. Vous n'en mangerez point. Il s'agit de la chair d'une bête vivante et de celle de terefa, l'interdiction visée par ce commandement, ainsi que celle mentionnée dans le précédent, sont reprises à propos du prêtre. Une nevela et une terefa, le prêtre, n'en mangera point. Elle le rendrait impur. La raison pour laquelle la prohibition est répétée en ce qui le concerne réside dans le fait que la Torah a ordonné au prêtre de manger un pigeon qui a été offert comme expiatoire après la Meklita. Or, sans aucun doute, pour une viande ordinaire, elle ne constituerait pas une méthode d'abattage valable et cela la rendrait donc nevela. Nous pourrions penser que même la consommation d'une viande ordinaire tuée par Melika ou même par une méthode d'abattage non rituelle ou est autorisée aux prêtres. C'est pourquoi la Torah tient à souligner que les prêtres continuent à avoir le même statut que des profanes pour ce qui est de la défense de consommer de la chair nevela ou terefa. Telle est l'explication donnée par nos maîtres, qui citent aussi ce verset à propos d'une autre règle ne faisant pas partie de notre sujet. Toutefois, une bête domestique ou sauvage qui, selon l'une de ces méthodes d'interprétation, doit être considérée comme terefa, constitue un aliment interdit même si elle a été abattue rituellement. Quiconque l'abat rituellement et en mange est puni de bastonnade en vertu d'une décision rabbinique. Les cas où une bête est terefa sont expliqués dans le chapitre 3 de Rollin. Les dispositions relatives à ce commandement et aux 9 précédents sont expliquées dans le même chapitre de Rollin, dans le dernier chapitre de Makot et dans le premier chapitre de Bekorot. Commandement négatif numéro 182. Il nous a interdit de consommer un membre détaché d'un animal vivant, c'est-à-dire de lui couper un membre entier alors qu'il est encore vivant, puis de manger de ce membre dès qu'il atteint tel quel le volume d'une olive. Même s'il n'est recouvert que d'une minuscule part de viande, quiconque en mangerait sera puni de bastonnade. L'interdiction est tirée du verset « Tu ne dois pas absorber la vie avec la chair ». Le Sifri s'exprime ainsi « Tu ne dois pas absorber la vie avec la chair ». Il s'agit du membre détaché d'un animal vivant. Ce verset est interprété de la manière analogue dans la Gemara du Rollin où nous lisons « Celui qui mange ensemble un membre détaché d'une bête vivante et la chair d'un tel animal est coupable de 2 transgressions. » La raison en est qu'il a violé 2 prohibitions. La première étant « Tu ne dois pas absorber la vie avec la chair » qui défend la consommation du membre et la deuxième « Vous ne mangerez point la chair d'un animal déchiré dans les champs qui se rapporte à la chair d'une bête vivante ainsi que nous l'avons expliqué. » On trouve cette interdiction sous une autre forme. Hein? Peut-être, hein? Où on trouve cette interdiction sous une autre forme dans la défense faite par l'Éternel à Noé de manger un membre d'une créature vivante. Toutefois, aucune créature, tant que son sang maintient sa vie, vous n'en mangerez. Commandement négatif numéro 184. C'est l'interdiction qui nous a été faite de consommer du sang des mammifères et des oiseaux. Elle est tirée du verset suivant, vous ne mangerez dans vos demeures aucune espèce de sang, soit d'oiseau, soit de quadrupède. Elle figure à plusieurs reprises dans la Torah. Il est expressément mentionné que la sanction pour cette transgression intentionnelle est le retranchement en ces termes.
quiconque en mangera sera retranché. Celui qui la viole involontairement doit apporter une offrande expiatoire fixe. Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 5 de Kéritot. Commandement négatif numéro 185. C'est l'interdiction qui nous a été faite de consommer les graisses des animaux purs. Elle est tirée de ce verset. Tout suivi de bœuf, de brebis et de chèvres, vous n'en devez point manger. Elle est également reprise dans la Torah et la section de retranchement expressément prévue pour sa violation intentionnelle. Quant à celui qui la transgresse involontairement, il doit porter une offrande expiatoire fixe. Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 7 de Oulin. Commandement négatif numéro 183. C'est l'interdiction qui nous a été faite de consommer les nerfs sciatiques. Elle est tirée de ce verset, c'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent point aujourd'hui encore le nerf sciatique. Quiconque mange tout le nerf sciatique, même s'il est très petit, ou seulement une partie atteignant au moins le volume d'une olive, est passible de bastonnade. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées au chapitre 7 de Oulin. Amen. Alors, 10 Ivan 5785, c'est faire Kedusha. C'est quoi? Je sais pas. Il y a quoi? Alors, loi relative aux aliments interdits, chapitre 11. Le vin offert en libation à une idole est interdit à tout profit. Qui en boit une quelconque quantité reçoit la peine de fouet selon la Torah. De même, qui consomme une quelconque quantité d'une offrande faite à une idole reçoit le fouet, qu'il s'agisse de viande ou de fruits, ou même d'eau et de sel. Ainsi qu'il est dit de Deutéronome 32, 38. Qui mangent de la graisse de leur sacrifice, qui boivent le vin de leur libation. Du vin versé en libation à une idole est comme un sacrifice qui lui est présenté. Et dès lors que cette interdiction relève de l'idolâtrie, il n'y a pas de mesure minimale pour l'application de la peine prévue. Car il est dit concernant l'idolâtrie, Bit 13-18. Rien de ce qui a été voué à l'anathème ne s'attachera à ta main. Du vin d'un gentil dont on ne sait pas s'il a été offert en libation ou non, ce que l'on appelle le vin ordinaire des gentils, est interdit à tout profit comme du vin offert en libation, et cette chose-là relève d'un décret des sages. Qui boit un révéite du vin des gentils, on lui administre Makamatrout. Tout vin qui a été touché par un gentil est interdit, de crainte qu'il ne l'ait offert en libation, car la pensée d'un gentil est tournée vers l'idolâtrie. Tu apprends donc que le vin d'un juif qui a été touché par un gentil a le même statut que le vin ordinaire des gentils. Il est interdit à tout profit. Si un gentil a touché du vin de manière non intentionnelle, et de même si un petit enfant parmi les gentils a touché du vin, il est interdit de le boire, mais il est permis d'en tirer profit. Des esclaves cananéens qui ont été achetés à des gentils aussitôt après qu'ils ont été circoncis et émergés dans un muvet, ils ne font plus de libation. Le vin qu'ils touchent est permis à la consommation. Cela, bien qu'ils n'aient pas encore adopté une conduite conforme à la foi juive et que les noms des idoles n'aient pas encore quitté leur bouche. Les enfants nés d'une servante non juive, en la possession d'un juif, qui ont circoncis mais n'ont pas encore été immergés dans un mikvé, ont le statut suivant. Les adultes rendent le vin interdit quand ils le touchent, mais les mineurs ne rendent pas le vin interdit. Un étranger réside, c'est-à-dire un non-juif, qui a accepté les 7 commandements noaïdes, comme nous l'avons expliqué. Son vin est interdit à la consommation, mais il est permis d'en tirer profit. On peut le laisser seul avec du vin, mais on ne laisse pas du vin en dépôt auprès de lui. Et de même, tout gentil qui n'est pas idolâtre, comme les Ismaélites, son vin est interdit à la consommation, mais il est permis d'en tirer profit. C'est ainsi que tous les guéonymes ont statué. En revanche, ceux qui sont idolâtres, leur vin ordinaire est interdit à tout profit. À chaque fois qu'il est dit dans ce contexte que le vin est interdit, si le gentil qui a causé l'interdiction du vin est un idolâtre, le vin est interdit à tout profit. Et s'il n'est pas un idolâtre, le vin est seulement interdit à la consommation. Et partout où le
terme gentil est employé sans autre précision, il est question d'un idolâtre. Seul un vin qui est apte à être offert sur l'autel est susceptible de faire l'objet de libation pour une idole. Pour cette raison, lorsque les sages ont décrété l'interdiction du vin des gentils, qu'ils ont décrété que tout vin touché par un gentil sera interdit au profit, ils n'ont appliqué leur décret qu'au vin susceptible de faire l'objet de libation idolâtre. C'est pourquoi le vin cuit d'un juif qui a été touché par un gentil n'est pas interdit. Et il est permis de le boire dans le même verre que le gentil. Mais si du vin coupé avec de l'eau, ou du vin qui a commencé à tourner au vinaigre, et qui est encore buvable, a été touché par un gentil, il est interdit. Les sages de l'Occident ont donné pour directive que si un peu de miel ou du levain s'est mélangé au vin d'un juif, dès lors que ce vin n'est plus apte à être offert sur l'autel, il est considéré comme du vin cuit ou comme de la bière et ne fait pas l'objet de libation, il est donc permis de le boire avec un gentil. À partir de quand le vin d'un gentil devient-il interdit? Dès qu'il foule le raisin et que le vin coule librement, bien qu'il ne soit pas encore redescendu dans la citerne et se trouve encore dans le pressoir. Il est interdit, c'est pourquoi on ne foule pas les raisins avec un gentil dans le pressoir de crainte qu'il ne touche le vin à la main et fasse une libation. Cela, même s'il a les mains ligotées. Et pour cette même raison, on n'achète pas à un gentil le contenu d'un pressoir à vin foulé, bien que le vin soit encore mélangé avec les pépins et peaux et ne soit pas descendu dans la citerne. Si un gentil a foulé le vin sans le toucher, sans la surveillance d'un juif, et que c'est un juif qui l'a mis en jarre, le vin est seulement interdit à la consommation. Le vinaigre d'un gentil est interdit à tout profit, parce qu'il est devenu yaïn nesek, avant de devenir du vinaigre. Si un gentil presse des raisins dans une jarre, bien que le vin flotte au-dessus de ses mains, on n'a rien à craindre au regard de l'interdiction de yaïn nesek. S'il mange les raisins du panier, il a laissé environ 1 ou 2 CA des raisins et les jette dans le pressoir, bien que le vin gicle sur les raisins, cela ne fait pas du yaïn nesek. Les peaux et les pépins de raisin des gentils sont interdits à tout profit durant toutes les 12 mois après qu'ils ont été foulés. Après 12 mois, ils ont été déjà séchés et ne contiennent plus d'humidité. Ils sont donc permis à la consommation. De même, la lie de vin qui a séché après 12 mois est permise, car il ne reste plus d'odeur du vin et elle est considérée comme de la poussière et de la terre. Les outres des gentils et les cruches dans lesquelles ils ont gardé leur vin, il est interdit d'y mettre du vin jusqu'à ce qu'elles soient débarrassées du goût du vin interdit qu'elles ont absorbé. C'est-à-dire, ou bien A, on les laisse vieillir 12 mois, bien B, qu'on les remette au feu jusqu'à ce que le poids qui les recouvre s'assouplisse ou jusqu'à ce qu'elles soient chauffées. C, qu'on mette dedans de l'eau pendant 3 jours, c'est-à-dire 72 heures, en changeant l'eau chaque 24 heures, soit 3 fois durant ces 3 jours. Cela s'applique que ces récipients aient appartenu à des gentils ou bien qu'il appartenait à un juif et étaient empruntés par des gentils qui ont gardé leur vin. Si on a mis du vin dans de tels récipients avant de les avoir purifiés de l'un des trois manières décrites ci-dessus, le vin est interdit à la consommation. En revanche, il est permis d'y mettre de la bière, de la saumure ou de la sauce de poisson immédiatement et aucun procédé de purification n'est requis. Et il est permis d'y mettre du vin après avoir mis de la saumure ou de la sauce de poisson car le sel brûle le vin absorbé par le récipient. Celui qui achète à un gentil des récipients nouveaux qui ne sont pas enduits de pois peut y mettre immédiatement du vin sans craindre que les gentils y aient mis de yaïn nesek. Et s'ils sont enduits de pois, il doit les laver, bien qu'ils soient neufs. De même, un récipient dans lequel le vin n'est pas mis conservé, par exemple, un récipient qu'on utilise pour puiser un entonnoir ou ce qui est semblable, s'il est utilisé par des gentils et qu'on y a mis du yaïn nesek, on les rince à l'eau et c'est suffisant. De même, il est interdit de boire dans une coupe en terre cuite, dans laquelle un gentil a bu. Si on l'a lavé une première, une deuxième et une troisième fois, c'est permis, car les traces de vin qu'elle contenait ont déjà disparu. Cela concerne une coupe qui est recouverte de plomb comme le font les potiers, ou qui est enduite de pois, mais celle qui est en terre cuite sans revêtement doit être lavée une seule fois. Les récipients en terre cuite enduits de plomb qui ont été utilisés pour du yaïn nesek, s'ils sont blancs, rouges ou noirs, ils sont permis. Et s'ils sont verts, ils sont interdits parce qu'ils absorbent, mais qu'il y a une partie où la terre cuite est découverte, c'est-à-dire une partie qui n'est pas enduite de plomb.
qu'ils soient blancs ou verts, ils sont interdits parce qu'ils absorbent. Il me semble que cela s'applique lorsque le vin a été mis à conserver dans ces récipients. Mais s'il n'a pas été mis à conserver, on les rince. Ils sont permis même s'ils sont en terre cuite. Un pressoir à vin en pierre ou en bois dans lequel un gentil a foulé du raisin ou un pressoir en pierre que le gentil a enduit de poids. Bien qu'il n'y ait pas foulé de raisin, on doit les laver à l'eau et à la cendre 4 fois, après quoi on peut y fouler du raisin. Si le pressoir est humide, on peut procéder la cendre à l'eau et sinon on commence par l'eau. Un pressoir à vin... Attends. Quoi? Un pressoir avant. Elle arrive, hein. Un petit instant. Voilà, on vous laisse profiter du calme résidentiel de Vernay-Salanque. Voilà. Ce soir, on a de la chance qu'avec des gamins qui jouent tranquille. Il n'y a pas trop de quads, de motos, de mobylettes, de parents alcoolisés et d'enfants sous protéines gazoïques. N'est-ce pas? Leurs petites bonbonnes, ce qu'ils appellent les bonbonnes, là, leur gaz hilarant, là. Voilà. Donc à un moment donné, il va falloir commencer à sévir parce qu'apparemment, à ce niveau-là, la loi a une faille. C'est ce que nous répondent les autorités quand on leur montre les photos avec les 15 recharges énormes de gaz et les ballons qui traînent dans les escaliers et tout autour de la cité, bien sûr, hein, dans les pelouses, partout. Il y a un banc, tu vas trouver les résidus de leur soirée ou de leur passage, quoi. Donc voilà. Mais apparemment, y aurait-il une faille dans toutes les lois qui nous pondent là sans arrêt, hein? Les lois sur l'euthanasie, les lois sur l'immigration, les lois sur le prix de la baguette, les lois sur les OGN qu'ils autorisent, qu'ils refusent, les engrais, la sélection automatique via une monétisation des graines et un consortium, comment dire, voilà, pour avoir, comment dire, l'exclusivité de ce qu'on mange. Là, c'est énorme, quoi, c'est énorme. Donc à un moment donné, va falloir commencer à sévir, parce que faire des lois pour faire des lois qui servent à rien, qu'à nous prendre de l'argent ou nous pomper des interdictions, simplement pour nous cloisonner, nous calculer et savoir, pour pouvoir mieux nous limiter, en fonction de nos besoins vitaux que eux auront jugés, c'est quand même, voilà. Donc à un moment donné, il faudra mieux nous prendre des lois pour pouvoir sanctionner tous les abus réels, comme le coût de la prise de sang une fois par an pour tout citoyen français. Eh ben, je sais pas, on devrait commencer par notre président, quoi. Voilà, et lui, c'est pas une fois par an, normalement, ça devrait être une fois par mois. Voilà, et qui s'estime heureux parce que normalement, ça devrait se passer en public avec des huissiers pour certifier, etc. Donc, à un moment donné, s'il veut nous remettre la monarchie ou en mode impérial, va falloir qu'il suive lui aussi derrière, parce que c'est pas des, comment dire, des appels au peuple dans des manifestations ou des votes incongrus, même si tu votes le contraire, ça passe comme une lettre à la poste.
Donc à un moment donné, voilà quoi, ces référendums, voilà, bah, je dirais bien que voilà, qu'il a référé à son SROCOM, voilà, ça nous fera des vacances, et lui ça l'occupera. Voilà. Akima. Ouais, non mais c'est bon. S'il te plaît, je vais pas meubler comme ça pendant... Hmm. Alors la différence de ces cachérisations par rapport au récipient, par rapport à la matière du récipient, par rapport à sa conception. Donc, s'il a été fait dans telle matière, c'est qu'il y a une raison. Parce que nos anciens savaient ce qui était pour eux, ce qui n'était pas, et ce qui pouvait, et à quel moment, à quelle circonstance ça pouvait convenir et pas convenir, voilà. Et tout ça, ça fait en sorte que, en fonction de l'influence de ces choix, la conservation du vin en découle, entre autres. Ce qui fait qu'il est cachère ou pas cachère, ou voilà. Et ce qui fait qu'après, pour purifier l'ustensile, il y a méthode et méthode, en fonction justement de son état d'utilisation qui l'a rendu impur. Voilà, c'est le mode d'utilisation qui l'a rendu impur qui va définir comment on va pouvoir le rendre pur, le recatériser, voilà, pour le ramener dans sa pureté initiale. Akima alors. Voilà. Et à savoir qu'il y a des gens plus ou moins sensibles, mais que le vin, comme toute substance contenant de l'alcool, n'est pas forcément recommandé à grand volume. Sachant que le volume étant à la perception personnelle de chacun. Voilà, c'est-à-dire que il y en a pour qui 2 verres à table c'est normal, et pour qui c'est déjà beaucoup trop. Voilà. Et puis il y en a qui ne boivent pas du tout de vin, ou qui boivent des vins qui ont une certaine, comment dire, éthique dans leur conception, et des vins, sans parler des vins tarefs et des vins cachers. Hein. Même dans les vins cachers, il y a encore des différences, et voilà quoi, parce que les 3 quarts des vins cachers, mis à part ceux qui sont vraiment, comme là on explique, qui sont vraiment faits à la base cachère, c'est-à-dire qui sont où le raisin est écrasé, broyé, etc. dans des dans des meules et des presses cachères déjà pour que voilà, il n'y a pas de gentils qui interviennent, etc. Et il s'est fait contre juifs, entre autres. Mais la plupart enfin beaucoup de vins cachères, surtout à l'époque où ces écrits ont été instruits, c'était des vins cuits. Des vins qu'on faisait recuire, rebouillir derrière, non pas pour évaporer l'alcool, mais pour, comment dire, les cachériser, et ce qui fait que le tanin et toutes ces substances-là étaient très concentrées dans le vin. Voilà, c'est pour ça que beaucoup rajoutaient du miel, rajoutaient des aromates dans le vin. C'est ce qui a fait aujourd'hui que un grand cru, c'est plusieurs cépages mélangés, plusieurs jus qui sont mélangés pour donner un assemblage qui va créer ce vin. Même si tous les crus qui sont mélangés viennent plus ou moins de la même région. Mais c'est pas le même raisin parce qu'il n'a pas poussé de la même façon. Un va apporter plus de tanin, l'autre plus de cuivre, l'autre plus de fer. Voilà, c'est les goûts qui vont se différencier, etc. Bon, hey, Akima, j'en ai marre de meubler, là. Je veux bien que mon père ait été menuisier ébéniste, mais bon, il n'a pas fait que des meubles. Il a fait aussi des bateaux, il a fait aussi des maisons, des appartements, il a transformé des garages en appartements, au moins 4 ou 5. Bon, alors. Non, mais t'es gentil, on va finir à quelle heure après?
il va voir. C'est quoi ce bordel? Allô? Ouais, bah, il n'y a plus personne. Bonjour, comment... Non, il n'y a pas de bonjour. Bon, on va revenir. Hein. 21, le 22, 3, 4, voilà. Alors, il n'y a pas sur pause, hein, c'est pas possible. Connexion lente, ouais. Voilà.